Et bonsoir les zines, bonsoir les uns, moi c'est Valentin Després et je suis tout à fait saucé de vous retrouver pour cette première émission Demain le Monde. Si l'actualité vous déprime, que vous avez l'impression que la planète brûle et que la plupart des gens détournent les yeux, si vous trouvez ça anormal que les plus grandes fortunes de ce monde captent toujours plus de richesses alors que la pauvreté monte en flèche, et si vous pensez malgré tout qu'essayer de lutter à votre échelle contre ces fléaux ça a du sens, alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes au bon endroit parce qu'ici on ne se résigne pas. Demain le monde, c'est votre nouvelle émission consacrée à l'écologie, à la justice sociale, et on va essayer de refaire le monde ensemble et pourquoi pas d'en inventer un qui ne surexploite ni la planète ni les gens. Et pour accomplir cette lourde tâche, cette tâche tentaculaire, je serai accompagné de mon acolyte, ma partner in crime, la talentueuse journaliste Louisa Benchaban. Louisa, comment ça va aujourd'hui ? Hello tout le monde, comment ça va Valentin ? Je suis trop heureuse d'être là pour refaire le monde et mettre sur la table des sujets auxquels on croit très très fort. Et aujourd'hui en plus, pour refaire le monde avec nous, on a le plaisir, l'honneur d'être avec la danseuse la plus engagée d'internet, ou plutôt l'activiste au meilleur move, je sais pas dans quel ordre placer ça, Mathilde Caillard aka MC Danse pour le climat. Comment ça va Mathilde ? Ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation, je suis trop contente d'être là. Pour te présenter un petit peu à celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, tu es une jeune activiste, tu as eu un job d'attaché parlementaire pendant 1 an auprès d'Alma... 1 an et demi. 1 an et demi. Auprès d'Alma Dufour, députée LFI de Seine-Maritime. Tu as aussi bossé pour Greenpeace, qui est une des plus grosses ONG de protection de l'environnement. Et depuis quelques années maintenant, tu fais partie de l'association Alternatiba, qui est un mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale. Et c'est avec eux que tu t'es fait connaître avec une vidéo de danse qui avait pas mal tourné. C'était pendant les manifs contre la réforme des retraites. On s'écoute un petit extrait. Retraite, climat, même combat. Pas de retraités sur une planète brûlée. Retraite, climat, même combat. Vidéo légendaire s'il en est. Est-ce que c'est un bon résumé ou est-ce que j'ai oublié une ligne dans ton CV ? Non, je crois qu'il y a à peu près tout, à part que c'est... moi je viens de Alternatiba Paris, c'est le groupe local de Paris qui maintenant s'appelle Action Justice Climat Paris. Et Mathilde, c'est vrai qu'on te voit sur tous les fronts aujourd'hui, tu es hyper présente sur les réseaux sociaux où tu partages à la fois des moments de lutte mais aussi des moments de vie. Comment tu définis ce que tu fais ? Est-ce que tu es plutôt activiste, créatrice de contenu engagé ou même artiste ? J'avoue, moi j'aime pas trop les cases, donc c'est pour ça que je suis un peu fluide entre plein de trucs différents. Mais c'est un peu les trois en fait. Je suis avant tout activiste et mon engagement de terrain il continue. Et d'ailleurs, moi j'aime beaucoup voir comment on peut lier justement l'activisme en ligne ou en tout cas l'influence et le convertir en action sur le terrain. Parfois j'invite mes abonnés à me rejoindre pour des actions sur le terrain. Donc je fais un peu les trois quoi. Et ça marche, tu convertis les gens. Je sais pas, alors peut-être une petite volonté messianique. En tout cas, j'essaye de les mettre en mouvement, quoi. En tout cas, Mathilde, dans Demain le Monde, on a une tradition, enfin on va installer une tradition, c'est de commencer par évacuer nos émotions du moment, les hypes, les seums, et on va commencer tout de suite avec toi, Louisa. Et Louisa, je crois que tu as récemment été hypée par une initiative de Billie Eilish. C'est ça, Billie Eilish a encore frappé. Alors on sait déjà que c'est une artiste très engagée sur les questions environnementales, mais là elle a passé un nouveau cap avec sa tournée qui fait suite à son dernier album Hit Me Hard and Soft. Elle s'est alliée avec Google Maps pour permettre à ses fans de trouver des moyens de transport écolo et aussi des restos végés tout autour des endroits où elle va se produire en concert. Et ça fonctionne comment alors cette histoire ? Alors, pour les restos, par exemple, il y a une liste où la chanteuse a répertorié tous ses restos préférés. Mais bon, pour le moment, c'est surtout aux States que ça se passe, qu'on trouve des adresses. Et dans un communiqué, elle n'a pas forcément précisé s'il y aurait la même chose, la même liste pour ces dates en Europe, par exemple, ou alors ailleurs dans le monde. Il faut savoir qu'elle fait quand même 43 villes à travers le monde. Et sinon, Maps a aussi préparé des recos pour les transports à prendre. Donc en fait, l'appli va mettre en avant les itinéraires à faire à pied, en transport en commun ou alors en vélo dans les villes où la tournée passe. Et ça peut avoir un vrai impact de faire ça ? Alors oui, totalement. En vrai, si on regarde de plus près les émissions liées au spectacle en général, que ce soit pour les concerts, les festivals, le théâtre, elles sont principalement liées au transport des spectateurs, surtout s'ils s'y rendent en voiture. Et le fait que les spectateurs se déplacent pour aller au concert, c'est quand même 2/3 des émissions totales de ces événements. Tu le disais, en plus, Billie Eilish, on le sait, elle est très engagée sur le sujet déjà. C'est ça, elle en parlait au micro de France TV l'été dernier. Ouais, l'état du climat est vraiment... Ça a l'air un peu désespérant, mais j'ai encore de l'espoir. Et je fais en sorte que dans mon travail, je m'assure que tout ce que je fais est réfléchi en termes d'éco-responsabilité.
Alors elle tient ce discours depuis le début de sa carrière quand elle avait 16 ans, où sa mère abordait le sujet avec les maisons de disques qu'elle rencontrait déjà vraiment au tout début. Bref, c'est encore trop rare de voir des artistes s'engager sur ces questions, malheureusement, donc ça fait plaisir de voir une chanteuse aussi importante dans l'industrie aujourd'hui montrer la bonne voie. Ouais, de ouf, une des chanteuses les plus écoutées sur Spotify aujourd'hui. Même si on en pense quoi de l'initiative de Billie Eilish? On valide? Ouais, grave, on valide à fond. Alors moi, pour le coup, je voulais vous parler d'une news qui m'a bien foutu le seum ces derniers temps. Et moi, j'ai trop le seum depuis que je suis né. Ce qui t'a foutu le seum, toi Valentin, je crois, c'est la criminalisation des mouvements de désobéissance civile. Ouais, je sais pas si vous avez suivi, mais il y a 2 jeunes militantes britanniques de 22 et 23 ans seulement qui ont été condamnées à de la prison ferme pour avoir jeté de la soupe sur un Van Gogh. Ça s'était passé le 14 octobre 2022. Elle l'avait fait au nom du groupe Just Stop Oil, qui revendique l'arrêt et l'exploitation du pétrole et des énergies fossiles, qui sont responsables d'une grande partie des émissions de CO2 mondiales. Et leur argumentaire, c'était ça. Qu'est-ce qui vaut le plus, l'art ou la vie? Vaut-il plus que la nourriture, plus que la justice? Êtes-vous plus préoccupé par la protection d'un tableau ou par la protection de notre planète et de ses habitants? Alors perso, en bon néophyte de la peinture que je suis, Van Gogh, c'est un de mes peintres préférés. Les tournesols, voilà, c'est un de ses tableaux les plus saisissants. Et c'est vrai que jeter de la peinture sur des tableaux, ça a d'ailleurs été hyper critiqué, notamment par des défenseurs du climat et de l'écologie, parce que c'est un mode d'action qui divise, qui provoque, qui est choquant. Mais c'est justement ça le but, en fait. Enfin, aujourd'hui, ça fait plus de 60 ans qu'il y a des gens qui alertent sur le péril que nous fait courir le dérèglement climatique. Et les choses n'avancent pas, ou alors trop peu rapidement. Et donc, on en arrive à des actions chocs comme celle-ci, en fait. Et d'ailleurs, c'est pas si choc que ça parce qu'en fait, il y a une vitre devant le tableau et la toile n'a pas du tout été endommagée. Ouais, il faut le dire. Moi, ce qui me fout surtout le seum, c'est que les médias, ils n'ont pas voulu, ou en tout cas, ils n'ont pas su élever le niveau du débat. J'ai vu 10 000 articles qui parlaient des jets de soupe sur les tableaux et dans la quasi-totalité des cas, c'était pour parler du côté polémique des actions. C'était très rarement pour parler de ce qui était dénoncé finalement. Résultat, aujourd'hui, on a des militants qui sont plus isolés que jamais et 2 jeunes femmes de 22 et 23 ans, c'est hyper jeunes qui avaient juste peur en fait pour leur avenir, qui vont faire de la prison ferme pour avoir tenté de nous alerter sur le dérèglement climatique. Perso, je trouve que ça a de quoi foutre le seum à tous les éco-anxieux pour une bonne semaine au moins. Toi, MC, quel regard tu portes sur cette génération de jeunes impliqués dans la désobéissance civile? Est-ce qu'ils peuvent se réinventer aujourd'hui pour plus être criminalisés et pointés du doigt comme c'est le cas aujourd'hui? Effectivement, il faut faire avec le fait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont extrêmement anxieux et extrêmement désespérés de la situation, qui du coup s'engagent de plus en plus, rehaussent leur niveau d'engagement et potentiellement sont prêts à prendre de plus en plus de risques, et face à des gouvernements qui sont vraiment mais complètement pas du tout réceptifs à ces demandes-là et qui criminalisent de plus en plus plutôt que d'agir directement sur le problème. Donc oui, et en fait cette criminalisation-là, on la voit aussi en France avec tout un arsenal juridique qui est de plus en plus étoffé pour museler les mouvements sociaux et les activistes, quoi. Et d'ailleurs, là, on parle de ces 2 jeunes femmes qui ont été condamnées à de la prison ferme, mais dans leur sillon, il y a pas mal de mouvements de désobéissance civile en Europe qui jettent un peu l'éponge parce qu'ils sont dégoûtés par le traitement qu'on fait de leurs actions. Donc voilà, va falloir trouver d'autres manières de procéder. Mathilde, quand on commence à s'intéresser aux problématiques liées à l'écologie, mais c'est valable pour toutes les causes en réalité, il y a souvent un déclic, ou en tout cas quelque chose qu'on a vu, qui nous a marqué. Il y a une histoire, une thématique. Parfois, c'est un éveil aussi qui est plus progressif et qui se fait petit à petit. Toi, ça a été quoi un peu l'élément fondateur qui a fait que tu t'es intéressé à l'écologie et aux problématiques liées au dérèglement climatique? Je pense que si je remonte un peu, ça remonte à mon enfance. Mon père et ma mère étaient très très sensibles à l'écologie, très engagés dans les années 90, ce qui était un peu fou et ça nécessitait d'être un peu marginaux de parler d'effondrement de la biodiversité dans les années 90. Et mon père nous emmenait, ma sœur et moi, beaucoup dans le jardin, regarder un peu le vivant, apprendre à l'observer, et avec notamment une forte passion pour les oiseaux. Et d'ailleurs, le jardin était un refuge, c'est toujours un refuge LPO, Ligue de la protection des oiseaux. Et je crois que c'est cette attention portée au vivant, à regarder même tout ce qui est tout petit, ce qui existe, ce qui est vivant autour de nous. Et ça vient un peu de là, quoi. Et après, évidemment, l'envie de protéger ce vivant. Et c'est vers quel âge à peu près pour situer? C'était vraiment, j'étais très jeune, je devais avoir 6, 7, 8, 9, quoi. Et ce truc-là, tu l'as toujours aujourd'hui de porter attention notamment au vivant, même
en habitant en ville. Ouais, complètement. Moi, je suis une grande émerveillée de la vie. Je m'émerveille devant à peu près tout. Je suis très enthousiaste et très émerveillée. Et justement, tu disais que ça a été assez progressif, mais est-ce qu'il y a vraiment une image forte qui t'a marqué, soit au tout début quand t'étais gosse, ou alors il n'y a pas très longtemps, je sais pas, ça peut être par exemple l'effondrement d'un bloc de glace sur la banquise, un gros feu de forêt, ou encore l'extinction imminente d'une espèce? En vrai, c'est un truc très précis. Je me souviens, j'étais petite et en fait, on jouait avec mes cousins au badminton dans le jardin. Donc, on avait un filet comme ça qu'on étendait. Et à un moment, on l'avait laissé traîner dans un coin. Et un matin, on est donc avec mon père et ma sœur. Et on approche devant le filet et on voit qu'il y a un hérisson qui s'était pris dedans et qui avait été mangé du coup par soit des chats ou d'autres prédateurs. Et en fait, mon père, il nous a pas fait il nous a pas engueulé, il nous a dit, vous voyez, voilà ce que font les activités humaines quand on n'a pas une réflexion derrière de, juste n'importe quoi qu'on fait dans le vivant, ça peut avoir un impact. Et ça m'a vraiment profondément marquée, un peu traumatisée aussi. C'est ça. Donc déjà, ne laissez pas traîner les filets de badminton par terre. Et en vrai, non, mais c'est un apprentissage par l'expérience de ce que ça fait aussi les activités humaines. Et par un peu le petit bout de la lorgnette, mais en fait, si on le prend généralement sur ce qu'on fait au monde, en fait, tout a un impact et on doit être hyper responsable, quoi. Pour prendre mon histoire personnelle, j'ai toujours été un peu sensibilisé à l'écologie, mais il y a un moment où vraiment je me suis mis vraiment dedans, et moi c'est passé beaucoup par des documentaires, beaucoup de lectures, beaucoup de vidéos YouTube aussi. Toi tu dis que c'est beaucoup tes parents qui t'ont sensibilisé. Comment ça se passait les échanges avec tes parents sur ce sujet-là? Est-ce que c'est eux qui t'en parlaient de manière spontanée? Est-ce que c'est toi, ils ont senti que tu avais un intérêt particulier là-dessus? Est-ce que c'est un truc qui s'est fait progressivement? Quel rôle exactement ils ont joué dans ta connaissance des problèmes climatiques? En fait, mes parents ils me parlaient beaucoup du vivant, de comment fonctionnaient, je sais pas moi, les saisons sur la plantation des légumes et des fruits, comment se développe un arbre, toutes ces choses-là. Et ensuite, quand ils avaient des discussions plus sur l'effondrement écologique et l'effondrement climatique ou de la biodiversité, ça c'était plutôt des discussions entre adultes que moi j'entendais parce que j'étais dans la même pièce, quoi. Mais du coup, c'est vrai que c'était quand même assez anxiogène et assez angoissant. Et donc j'ai peut-être un peu mis le couvercle sur les questions très, on va dire, climatiques ou écologiques d'un point de vue de l'urgence. Et c'est des choses que j'ai retrouvées plus tard à 20 ans, 21 ans, quand j'ai commencé même 19, 20 ans, quand j'ai commencé à participer à des marches pour le climat suite à la démission de Nicolas Hulot en 2018, où en fait je me suis énormément renseignée par moi-même, et là en fait j'ai eu plus une politisation après, quoi. Et est-ce que tu as eu justement à cet âge-là cette fameuse phase où tu te manges des vidéos YouTube toute la journée et finalement tu finis par être presque un peu déprimé parce que tu en sais trop sans trop savoir exactement encore comment tu veux agir? Exactement, c'est quand en fait tu te prends tout le poids sur les épaules du monde qui s'effondre et que t'as pas d'espace pour en parler, t'as pas d'espace pour partager ce que ça provoque chez toi, et surtout il n'y a pas de débouché très pratico-pratique de maintenant qu'est-ce que je fais. Tu reçois et en fait ça a un effet complètement angoissant, anxiogène, parce qu'il n'est pas justement transformé par l'action. Et comment justement on en sort de tout ça? Parce que je pense que ça peut intéresser potentiellement les gens qui nous écoutent. Comment, quand on a l'impression de savoir beaucoup de choses, d'avoir l'impression que rien ne va globalement, comment est-ce qu'on sort de cet état un peu d'apathie et de se dire en fait, moi j'ai beau m'informer, tout le monde ne le fait pas. Tu vois, comment est-ce qu'on sort du côté un peu déprimant de ce truc-là? Alors pour moi, il y a deux choses. La première, c'est de s'entourer, et ça veut dire aussi le partager avec ses proches. En fait, vous pouvez être aussi le propre émissaire dans vos cercles d'amis et commencer à en parler autour de vous, et peut-être à initier d'autres personnes autour de vous. Donc déjà, vous serez moins seul avec ça. Et vraiment, le deuxième truc, c'est vraiment s'engager. Parce que déjà, vous allez aller dans des endroits où les gens sont déjà informés et actifs. Et vraiment, le mouvement, le fait de faire des choses, ça sauve, quoi. Ça sauve. Le collectif, l'engagement, ça sauve. Et justement, tu disais que t'en parlais à tes potes. Comment ils l'ont pris au début? Est-ce qu'ils te suivaient? Est-ce que ça les a un peu saoulés de t'entendre en parler parce qu'ils n'étaient pas forcément sensibilisés à la cause? T'as géré ça comment? C'est vrai qu'au départ, tu peux avoir un peu un état un peu obsessionnel où clairement, c'est difficile de parler d'autre chose quand t'as l'impression qu'on fonce tous droit vers un mur et que t'es la seule à dire qu'il y a un mur devant, quoi. Donc ouais, ça c'est pas forcément simple. Ce qui peut aider, c'est de
c'est de se dire aussi qu'il y a évidemment, comment on influence les autres. On les influence parce qu'on leur dit, mais on les influence aussi par qui on est et par ce qu'on fait. Et parfois, juste, si vous voyez que ça commence à... il faut pas faire des tunnels à tous ses potes, quoi. On n'est pas dans l'émission d'Anna Toumazov. C'est gros bisous, mais c'est pas le propos. Et en fait, c'est bien de parler, d'avoir des moments de discussion, etc., d'entendre aussi les limites des autres. Et puis parfois, de se dire, en fait, OK, là, peut-être que c'est un peu too much. Moi, je vais aller m'engager ailleurs, je vais faire des trucs. Et en fait, mes potes, ils vont me voir faire des trucs et me voir être en mouvement, ça peut aussi avoir un effet sur eux. C'est comme quand quelqu'un de ton entourage devient végétarien. En fait, ça fait poser plein de questions. Et parfois, juste en étant végétarienne, moi, il y a plein de gens autour de moi qui, du coup, ont arrêté de manger de la viande ou se sont questionnés sur leur rapport à la consommation de viande, juste parce que en étant qui tu es, tu influences aussi les autres. Alors justement, pour pouvoir agir concrètement pour un monde plus juste, parfois il faut passer par l'engagement, par l'action politique même. En France, pour l'instant, on préfère parler immigration, baisser les dépenses pour le service public, donc on ne va pas compter sur le gouvernement en place. Mais on voulait te proposer, Mathilde, de constituer ton propre gouvernement. Imaginons, demain, tu deviens Première ministre, Michel Barnier se fait censurer et bim, surprise, président Emmanuel Macron, qui ne coûte absolument personne, nomme Mathilde Caillard, a.k.a. MC Danse pour le climat à Matignon, un scénario hautement probable. On veut savoir qui tu mets dans ton gouvernement et pourquoi, sauf qu'on te rajoute une petite difficulté. Tu n'as pas le droit de citer de personnalités politiques affiliées à des partis. Okay. Alors pour commencer, qui tu mettrais au ministère de la Transition écologique ? Je pense que je mettrais Camille Etienne, activiste depuis des années, qui a réussi concrètement avec, évidemment, c'est un travail collectif toujours, mais à faire voter des lois ou à sensibiliser tellement sur un sujet que le débouché a été obligé, le débouché obligatoire, c'est de prendre une loi en mesure du sujet qu'elle pointait du doigt. Donc Camille Etienne. Tu parles notamment des PFAS ? Ouais, je parle des PFAS, les polluants éternels, donc ces espèces de substances extrêmement toxiques qu'on retrouve absolument partout. Je pense qu'ici, dans cette pièce, on est tous potentiellement positifs et contaminés aux PFAS, comme, je sais pas, 90% de la population, même beaucoup plus. Donc ouais, par exemple, son combat contre les polluants éternels. Camille Etienne qui, bien sûr, est la bienvenue pour venir parler dans Demain le Monde. C'est ça. Et maintenant, qui tu mettrais à ton ministère de l'économie ? À mon ministère de l'économie, je mettrais Julia Cagé. Moi, pour l'instant, je mets que des femmes. Franchement, ça me ferait pas mal. À l'ego. Économiste de renommée qui lutte énormément contre les injustices, qui veut complètement, qui interroge l'ordre économique, à la fois sa responsabilité dans la crise écologique, mais aussi dans la reproduction des inégalités. Et donc, ça nous ferait pas de mal d'avoir un peu une table rase de tout ce qui se passe en matière d'économie et de remettre un peu les pendules à l'heure. C'est sûr. Et peut-être un petit dernier, un poste hyper important en plus, parce que c'est là que tout commence. Qui tu mets à l'éducation nationale ? À l'éducation nationale, je mets Lies Loufac, qui est un activiste, qui est un ancien enfant placé à la protection de l'enfance et qui du coup depuis est très 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 actif sur les questions de la protection de l'enfance. Il y a énormément de scandales qui en ce moment continuent à émerger sur de la maltraitance généralisée, institutionnalisée de la part des services de l'État pour les enfants placés. Et donc je pense que son engagement sur les sujets enfantistes serait vraiment utile. Ok. Ça me paraît assez cohérent tout ça. Et les 3 premiers chantiers sur lesquels tu bosserais, ce serait quoi ? Un premier chantier, c'est lutter contre les inégalités d'ordre économique, parce que pour moi, c'est vraiment la mère de toutes les batailles. Et donc, comment on fait ? En fait, on va prendre l'argent là où il est. On va arrêter de nous faire croire que pour faire 40 milliards d'économies, il va falloir tailler dans les services publics, supprimer des profs et continuer à fermer les hôpitaux. Mais on va aller prendre l'argent où il est, c'est-à-dire dans les grandes entreprises, dans les bénéfices exceptionnels que font ces grandes entreprises pendant les crises successives, le Covid, mais ensuite, derrière, pendant la crise, par exemple, la guerre en Ukraine, il y a des boîtes qui se sont fait énormément de marges complètement folles, mais aussi les ultra-riches. Donc, une fois qu'on a récolté tout cet argent et qu'on est revenu sur plein de niches fiscales offertes par Emmanuel Macron aux plus riches, on aura plein d'argent, des milliards et des milliards. Juste les baisses d'impôts de Macron aux plus riches sur le premier quinquennat, c'est 50 milliards. Là, on demande de faire 40 milliards d'économies. Donc en fait, on a cet argent. Et une fois qu'on a cet argent, donc on a rétabli un peu, on a récupéré de l'argent. Ensuite, on investit massivement dans la transition écologique, dans la bifurcation écologique, parce qu'on n'a juste pas le choix, il faut agir et mettre en place des mesures d'urgence. Et enfin, 3e mesure, on renfloue les services publics et on refait fonctionner un système solidaire, un système où on laisse personne de côté et un système où tout le monde a accès à un toit, une éducation, la santé,
se déplacer, etc. Voilà. Pourquoi il a nommé Michel Barnier? Mais je sais pas, j'espère qu'on l'a inspiré là. C'est clair, pas de MB et plutôt MC. Exactement. Mathilde, aujourd'hui tu participes au combat pour l'écologie, la justice sociale, le féminisme, dans la rue, en manif, mais tu es aussi très présente sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter et sur Instagram. Et tu as une approche assez intéressante de ces plateformes parce qu'en fait, tu épouses complètement les codes des réseaux. Déjà, il y a les fameuses chorés dont tu as le secret. Des fois, tu réutilises des trends. Tu fais des selfies aussi pour soigner l'algorithme, éviter de te faire shadowban, comme on dit dans le jargon. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta façon d'utiliser les réseaux comme outil d'éducation et de transformation du monde? Ouais, en fait, pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment un champ de bataille. Et comme tout champ de bataille, il faut comprendre les règles et ensuite, il faut les utiliser pour des bonnes raisons. Nos opposants, l'extrême droite, les conservateurs l'ont très bien compris. Et comme pendant longtemps, ils ont été exclus des espaces de diffusion institutionnels, genre la télé, les grands médias, les organes de presse étatiques, quoi, au niveau de l'État, et ben en fait, ils ont surinvesti Internet et ils ont été très forts. Et donc nous, on doit être aussi forts qu'eux, même plus forts qu'eux. Il y a un retard à rattraper. Il y a un retard à rattraper qui se rattrape quand même plutôt bien. Alors, on l'a vu sur les législatives, il y a eu un engagement tellement fort du camp progressiste qui a vraiment fait énormément plaisir. Mais il faut surtout pas relâcher ça. Et donc moi, c'est vraiment comme ça que je vois les réseaux sociaux. Je le vois comme un espace de lutte. J'ai tendance à tout politiser. Attention. Et donc, comme tout espace de lutte, en fait, j'essaie d'utiliser au maximum les règles pour pouvoir les tirer à mon avantage et surtout à l'avantage du camp progressiste et faire monter nos idées. Et c'est vrai que nous, on te suit ici et on trouve que la particularité que tu as, c'est que tu n'es pas forcément culpabilisante, même pas du tout. Parfois, sur les sujets environnementaux, c'est pas évident de ne pas l'être. Donc, comment tu t'y prends pour faire passer des messages et informer tout en ayant une approche la plus bienveillante possible ? En fait, c'est vraiment de partir du principe aussi que quand on réfléchit aux enjeux écolos, déjà, les principaux pollueurs, c'est les 1% les plus riches. Donc, principalement des gens qui ne me suivent pas, ou alors ils sont un peu perdus. Donc déjà, il faut se dire ça. Et puis, moi, je pense aussi que ce qui mobilise, c'est aussi le fait de se sentir inclus dans le discours qui est porté. Alors, il ne s'agit pas parfois quand je vais parler, je sais pas moi, par exemple même de l'avion, évidemment qu'il y a des gens qui vont se sentir pas très bien, et c'est aussi parfois parce qu'on se sent pas très bien que ça nous remet en question. Donc, l'enjeu, c'est pas de dire aux gens, changez rien, vous êtes parfait, vous êtes top. C'est juste de leur dire, vous êtes imparfait, et en même temps, c'est dur d'être parfait dans un monde imparfait. Et donc, plutôt que parfois de vouloir uniquement se changer soi, il faut aussi vouloir changer le monde et les structures qui nous entourent, parce que parfois, même si on veut changer, on n'est pas en capacité de le faire parce que juste, le monde est imparfait et ne permet pas de pouvoir se déplacer d'un point A à un point B en utilisant le train parce qu'il n'y a pas de rail et il n'y a pas de train. Donc ça, c'est la première chose et c'est la deuxième chose plutôt. Donc voilà, c'est vraiment pour ces deux raisons-là que j'essaye de porter le discours de cette manière. Alors ouais, sur tes réseaux, tu parles de grosses thématiques. Bon, là, on parle de l'avion, mais on pourrait parler de la viande, des trucs qu'on connaît un petit peu. Mais tu parles aussi de trucs tout bêtes, des fois du quotidien. Moi, je pense qu'il y a un moment, je crois que c'était au cours de l'été, où tu parlais beaucoup de la chicorée comme alternative au café, qui, on a tendance à l'oublier, est quand même difficile à cultiver. Ça demande beaucoup d'eau. C'est aussi produit dans des pays qui sont des anciens pays colonisés. Donc, il y a parfois des problèmes au niveau social par rapport aux gens qui le produisent. Ouais. Et moi, j'avoue, depuis que tu as fait ces stories et ces vidéos-là, je bois de la chicorée le matin. Mais bravo J'influence. Mais est-ce que tu as souvent des messages de gens qui te disent merci, en fait, tu m'as fait évoluer sur un petit truc, ou tu m'as fait grave prendre conscience justement par ces formats-là, par ces stories, par ces posts, mais carrément, mais ça me fait trop plaisir. Ouais, en vrai, mais c'est aussi pour ça que je fais ça, donc je continue à le faire et ça fait trop plaisir. Mais ouais, je reçois carrément des messages de gens régulièrement, plutôt régulièrement, de gens qui ont changé des petits trucs ou qui ont été éveillés sur un sujet alors qu'avant non. Et en fait, c'est super chouette de montrer des solutions concrètes. Et donc oui, le café, tu l'as dit, alors ça rend aussi très anxieux. Il y a plein de raisons aussi d'essayer d'autres choses. Et du coup, il y a la chicorée, il y a aussi le yano, qui est une espèce de poudre de glands, les glands qu'on trouve dans les
par terre quoi, ou dans les arbres. Voilà, donc il y a plein d'alternatives au café et c'est tester. Ouais, Team Chicorée, ça tue. C'est ça, je vais m'y mettre aussi. Alors Mathis, si on additionne tous tes abonnés à la fois sur Twitter et Insta, là où tu es le plus suivi. Il y a TikTok aussi. Il y a TikTok aussi. Bientôt 10 000. Ok, ça ajoute du monde, mais du coup on est autour quand même de 100 000 personnes, c'est assez important. Alors, en général, quand on commence à gagner des abonnés, les propositions de taf, de marques notamment, affluent de plus en plus. Toi, en tant que militante pour la justice sociale et environnementale, en quoi l'engagement est une sorte de colonne vertébrale de tous tes projets ? Est-ce que justement ça t'évite de dire oui à tout et n'importe quoi ? Évidemment, en fait, moi, ma visibilité, elle est apparue parce que je me suis engagée, par rapport à mon engagement. Ça, c'est vraiment ma colonne vertébrale et ça bougera pas. Et c'était hyper dur parfois de sentir, quand il y avait eu tout ce buzz autour de la danse et le fait de devenir un peu un mème vivant, de sentir tout ce besoin et cette envie du système capitaliste aussi d'utiliser même les éléments qui le critiquent pour l'ingurgiter, le transformer un peu et en faire un nouveau produit capitaliste pour vendre des trucs. Et donc même moi, des t-shirts avec ta et voilà, il y a un mec qui a fait des t-shirts absolument affreux, mal détourés, mais en vrai je pense pas qu'il en ait vendu beaucoup, sur un site avec ma tronche, et j'ai essayé d'écrire au site en disant mais supprimez ça, c'est quoi donc ce délire ? C'était pas toi qui étais à l'origine. C'était pas moi, je n'ai rien gagné avec ces t-shirts, en plus sans doute confectionnés dans des conditions atroces à l'autre bout du monde, mais en tout cas moi ma ligne c'est vraiment comment ne pas devenir un énième produit capitaliste qui fait vendre des trucs et qui participe à la surproduction et à la surconsommation. Donc ça c'est vraiment une ligne indépassable. Ensuite ça pose un vrai sujet de la rémunération ou de l'équilibre économique des créateurs et créatrices de contenu, parce que c'est des gens qui font beaucoup de travail de sensibilisation, de mise en mouvement, etc., de manière gratuite, alors même que en vrai c'est parfois sur des sujets mais d'intérêt public, d'intérêt général quoi. Et donc ça pose une vraie question, comment on arrive à vivre de ce qu'on fait quand ça devient presque un travail à temps plein, tout en réussissant à faire gaffe. Alors moi vraiment les collaborations que j'ai pu faire c'est toujours avec des associations ou des ONG en gros je travaille, c'est comme si j'étais en prestat sur une de leurs campagnes et je vais les aider sur tel ou tel sujet pour visibiliser le sujet. Je travaille évidemment jamais avec, en fait moi par exemple, je suis très mal à l'aise avec le fait de pousser à la conso, donc j'ai jamais fait ça, quoi. Ok, et t'as déjà eu des propositions un peu cheloues ? Évidemment, mais évidemment. Tu t'attendais pas ? Évidemment, ou même en fait tout ce qui va être, je sais pas moi, des marques d'ultra fast fashion qui me proposent de m'envoyer des produits pour les tester, mais en fait, ou des choses où je me dis mais il y a une erreur de casting, ou alors ils sont vraiment très téméraires, mais oui, il y a toujours des choses un peu spéciales, quoi. Un peu farfelues. Ou je crois qu'on m'a proposé une télé-réalité aussi, mais non, tu peux dire c'est qui ? Je sais plus, mais ça devait être W9, un truc comme ça. Ok, ouais. On a une petite idée. Bon, ça ne verra pas le jour, malheureusement. Non. Et Demain le Monde, c'est des invités de haute voltige toute la semaine, à commencer par MC, Danse pour le climat ce soir. Mais on voulait aussi donner la parole à d'autres personnalités, d'autres figures du combat pour l'écologie, pour préserver l'habitabilité de notre planète, tout simplement. On voulait aussi tendre le micro à des gens qui sont un peu moins sous le feu des projecteurs, un peu moins exposés, mais qui changent les choses à leur niveau, dans leur secteur. C'est l'heure d'écouter nos bifurqueuses du jour. Vous n'êtes pas les seuls à trouver qu'il y a quelque chose qui cloche. Nous avons décidé de chercher d'autres voies, de construire nos propres chemins. Vous pouvez bifurquer maintenant. Ne nous appelle-t-on pas les bifurqueurs ? Et Louisa, t'es allée à la rencontre de deux chefs dans la cité maraîchère de Romainville dans le 9-3. Deux chefs dont la particularité est qu'elles allient nourriture locale, écologie populaire et féminisme. C'est ça, j'ai été rejoindre Awa et Léa dans leur restaurant qui s'appelle Chef au pluriel et au féminin pendant qu'elles préparaient le service du midi. Alors d'un côté on a Awa qui est chef de cuisine, Léa chef de salle, la première bossait dans la com et la seconde était orthophoniste. Elles ont tout lâché pour faire de leur passion pour la cuisine leur nouveau métier. Elles se sont rencontrées dans une asso d'ailleurs qui les aidait à faire cette transition. Et alors qu'elles voulaient lancer leur resto à 3, elles tombent sur l'appel à projet de la première ferme verticale d'Europe où la mairie de Romainville veut installer un resto éco-responsable. Quand on a vu l'appel à projet, pour nous c'était loin. On s'est dit qu'on va quand même y répondre et aller jeter un coup d'œil. Et quand on est venu là, en fait, on est tombé amoureuse du projet. Et c'est pour ça qu'on a mis 4 jours et 4 nuits blanches à répondre à l'appel à projet parce qu'on s'est dit c'est pour nous. On a réussi et c'est vrai que le côté éco-responsable, ça nous correspondait vachement parce que du coup, on a une association et dans l'association, on travaille sur tout le côté écologie, surtout dans les quartiers populaires.
Alors dans le resto, elle propose des plats locaux, éco-responsables et succulents. Vous pouvez me faire confiance, je me suis dévouée là pour aller tester. Et la plupart des légumes qu'elle propose... Quel sacrifice. Ah, quel sacrifice, laisse tomber. Donc la plupart des légumes qu'elle propose, ils sont cueillis directement dans la tour maraîchère où est situé le resto. On est donc sur de l'ultra local. Sur la carte, on la change tous les jours. On propose 2 entrées, 2 plats, 2 desserts. On change tous les jours pour pouvoir respecter notre environnement et surtout cuisiner saison. Awa, qui est la chef de cuisine, elle peut discuter directement avec le chef de culture, Etienne. Voilà, ça se passe vraiment comme ça, ils se croisent dans le couloir. Bon, bah ça va, t'as quoi aujourd'hui? Est-ce que je peux avoir tant de kilos de shiitake ou des pleurotes? Ou est-ce qu'il reste des tomates? Alors le resto est au centre d'un quartier populaire et c'est hyper important pour Awa et Léa de garder des prix accessibles tout en proposant des produits de qualité. Au niveau des tarifs, on est à 14,50 € entrée plat ou plat dessert. Du coup, c'est accessible. Le midi, il y a beaucoup de monde. L'avantage de celui-là, c'est que ça regroupe et les personnes des quartiers populaires et les nouveaux habitants qui ont acheté. Et le samedi soir ou vendredi soir, on fait des soirées thématiques où tout le monde se retrouve et on fait la fête ensemble. Alors elles veulent aussi que la cuisine du resto soit ouverte à d'autres femmes qui débutent en tant que chef, notamment le dimanche où il y a par exemple des brunchs engagés qui sont organisés. Il y a tellement de femmes talentueuses, prêtes à se lancer dans des business et qui leur manquent juste les dernières étapes de laboratoire, de se tester. C'est ce qu'elles font en étant alchimie. Que moi, je trouve ça assez fou, en fait, tous les talents qui sont autour de nous. C'est vrai que le nom chef au pluriel et au féminin, on s'était dit ce serait bien de mettre les femmes en avant parce que en restauration, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est qu'il y a beaucoup plus d'hommes en cuisine que de femmes, et surtout des femmes chefs, il n'y en a pas énormément. Alors quand on leur demande si la restauration est sur la bonne voie pour opérer une transition écolo ou non, elles sont plutôt optimistes. Moi je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie, parce que quand on regarde la restauration d'il y a 15-20 ans, où c'était les gens prenaient des trucs, métro, en fait les convives ne le savaient pas, hein, mais c'était des choses décongelées ou des conserves. Et que maintenant, il y a beaucoup plus de contrôle, on demande des labels et on a de plus en plus de cuisine ouverte. Donc les gens voient, et c'est vrai que les restaurateurs font de plus en plus attention à ce qu'ils mettent dans l'assiette des gens. Alors si vous avez envie d'y aller, c'est à Romainville, mais il vaut mieux réserver avant. Et elles ont aussi un compte Insta où elles partagent l'actu du resto, ça s'appelle Chef, CHE2FES, donc go. Toi, tu recommandes en tout cas. Moi, je recommande, c'était vraiment incroyable. Vraiment, il y a des plats végés, donc go pour les végés, quoi, pour les véganes aussi. C'était trop bon, les gars. C'était trop bien. Tu connaissais toi ce Non, ce et du coup, restaurant je viens de l'enregistrer sur mon Mapster avec toutes mes bonnes adresses. Donc je vais grave tester en vrai. Voilà, Demain le Monde, c'est aussi des recommandations fooding. Voilà, c'est clair. Après la chicorée, exactement. Chef. Et Mathilde, on va bien sûr continuer de parler de reconversion, d'initiative, de se projeter. Vous écoutez toujours Demain le Monde, vous êtes au bon endroit. Demain le Monde avec Valentin et Louisa. Move. Bon alors Mathilde, je t'apprends rien. Quand on suit un peu attentivement l'actualité politique, sociale, environnementale, c'est facile d'être déprimé. Toi, de manière générale, quand ça t'arrive, comment tu fais pour rester confiante par rapport à l'avenir? Comment tu fais pour surmonter les coups de mou qui, j'imagine, sont fréquents quand on est un petit peu engagé? C'est vraiment le fait de bien s'entourer, quoi, et de trouver des espaces où l'engagement il est pas juste individuel et personnel, et de le faire avec d'autres. Enfin vraiment c'est que ça, quoi. Il y a vraiment que ça. C'est les espaces de joie, les espaces où on se donne de la force ensemble et où on se dit que demain sera meilleur, et que même si demain sera pas meilleur, au moins on sera ensemble. Ouais, avoir le sentiment que tout ne repose pas sur tes épaules et que c'est aussi la force du collectif dans lequel tu as confiance, quoi. Ouais. Okay. Est-ce qu'il y a un domaine en particulier où tu as l'impression qu'on n'est pas si loin de l'objectif, qu'il y aurait peut-être besoin qu'il n'y aurait pas besoin d'un énorme effort pour y arriver? En vrai, un peu sur tout. Enfin, je veux dire, quand les États se mettent en économie de guerre, en fait, du jour au lendemain, ils changent complètement la manière dont ils utilisent leur argent. Et donc, en fait, ce qui est terrible, c'est de se dire que notre survie dépend de décisions politiques qui ne sont pas dingues. Enfin, de dire, en fait, on va interdire les chalutiers de défoncer toute la biodiversité marine. Ça ne veut pas dire qu'on interdit la pêche. Il y aurait toujours de la pêche artisanale, de la pêche côtière. Mais en fait, c'est des choses qui ne sont pas dingos, quoi. Est-ce qu'au contraire, il y a une thématique de la transition écologique où tu as l'impression qu'on est vraiment très loin du compte encore, et où ça te paraît vraiment
compliqué d'y arriver, à un truc où tu te dis là on n'a même pas encore les solutions par exemple? En vrai c'est comment on traite l'océan. Il y a vraiment un énorme problème sur la surpêche, le manque, alors que vraiment l'océan, notre survie en dépend, c'est un puits de carbone énorme. Ça veut dire que la manière dont le climat est régulé sur Terre dépend des océans de l'océan qui absorbe une part considérable des émissions de CO2 qu'on émet. Et on est vraiment en train de le détruire. Et par exemple, là, il y a juste des discussions en ce moment sur les ports pour que, en gros, ils aient une obligation, après usage de leur filet de pêche, de ne pas les jeter dans l'eau. Enfin, on en est là, quoi. Ouais. On est en 2024. C'est vraiment basique. C'est des choses qu'on connaît depuis les années 80, 70. On en est là. Donc c'est vraiment à se taper la tête contre le sol, quoi. Et à l'instant, on parlait de bifurquer. Alors, il y a beaucoup de gens qui étaient dans des tafs de bureau qui sont peut-être parfois un peu chiants, un peu anxiogènes, qui ont décidé de tout quitter ces dernières années pour retourner à la terre, que ce soit pour cultiver des légumes ou faire de l'artisanat. Bref, c'est des métiers plutôt manuels, mais qui ont du sens. Toi, si demain, tu devais changer de vie, quitter les réseaux et la vie publique, faire toute autre chose, tirer vers quoi, spontanément ? Je pense aussi un retour à la terre. Ok. Je pense que je vivrais dans un... Parce que je crois pas au couple nucléaire. Enfin, en tout cas, pour moi, ça m'épanouirait pas. Mais je vivrais avec mes amis. On cultiverait la terre. On mangerait bien le soir. On ferait la fête. On danserait beaucoup. Et on écrirait et on lirait. Une belle utopie. Voilà. Une question qui est un petit peu intime, mais que je trouve intéressante pour des jeunes de notre génération. Comment tu te projettes sur la question des enfants ? Parce qu'on entend parfois des gens engagés, militants, qui disent « Moi, en fait, je ne me vois pas avoir d'enfants dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. » Salomé Saké, qui avait pris la parole notamment là-dessus, qu'on avait beaucoup attaqué alors qu'elle avait juste une position assez raisonnée finalement. Toi, est-ce que tu te poses cette question-là, pas forcément même personnellement pour toi, mais de manière générale, dans ton entourage, comment tu perçois cette question-là, quoi ? Moi, je comprends qu'il y ait plein de gens qui n'aient pas envie d'avoir d'enfants, ou en tout cas qui pensent que c'est pas simple et qui se posent la question. Moi, à titre perso, j'ai jamais voulu avoir d'enfants, donc c'est quelque chose qui n'a pas évolué. C'est nourri évidemment du sentiment d'urgence et d'avoir l'impression que la tâche est tellement grande que j'ai pas du tout envie de... Enfin, je sais que ça me prendrait énormément de temps et ce serait trop compliqué à gérer. Et aussi, pour juste l'état du monde, quoi. L'état du monde. Comment on fait avec un petit être qui vient d'arriver, qui est si vulnérable dans un monde qui part à la dérive alors qu'on est soi-même très vulnérable, quoi. Ouais. Ouais. Et puisqu'on parle de se projeter, dans une semaine tout pile, ça sera le début de la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan. Année après année, on a l'impression qu'elle permet qu'elles permettent pas forcément d'engranger de grands succès. Toi, qu'est-ce que tu en attends cette année, Mathilde ? Est-ce que tu as encore de l'espoir ou Osef, globalement, t'en attends rien ? Je pense vraiment pas que ça va être... qu'elle va nous permettre de régler des choses. Après, ce qu'il faudrait dans les faits, c'est qu'en fait, ce qui a été décidé pendant l'accord de Paris en 2015 soit entériné véritablement, mais en fait, on recule alors même, par rapport aux décisions prises pendant les précédentes COP. Donc en fait, c'est juste pas possible, quoi. MC, toi, tu t'es fait remarquer, on le disait un peu plus tôt, notamment grâce à tes vidéos de danse en manif. Alors, tu fais partie de anciennement Alternatiba Paris, aujourd'hui réseau Action Justice Climat Paris. Action Justice Climat. Et dans cet asso, plus précisément, tu fais aussi partie de Planète Boom Boom, donc qui a pour projet de mettre de la manif dans la teuf et de la teuf dans la manif. Et justement, ici, dans Demain le Monde, on est persuadé que la musique, le cinéma, la culture, au sens large, elle peut et elle doit même nous aider à imaginer le monde qu'on souhaite voir advenir. Et d'ailleurs, ici, on ne binge-watch pas, on green-watch. Allez. Et on essaye de s'inspirer pour inventer demain. Louisa, toi, qu'est-ce que tu as green-watché ces derniers temps ? Alors, c'est pas forcément une œuvre dont je vais vous parler, mais plutôt d'un compte Insta et TikTok, celui de Razi WL. Donc, si comme moi, vous aimez scroller les vidéos d'animaux sur les réseaux sociaux,
et je sais qu'on est nombreux ici à le faire, allez suivre ce compte qui décortique et explique les comportements des animaux sauvages en réagissant à des vidéos d'eux dans leur habitat naturel. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre alors chez Razi WL? Alors par exemple, on apprend sur son compte à quel point les corbeaux sont intelligents. Et pourquoi est-ce que vraiment vous ne devriez pas faire de mal à un corbeau? Tout simplement parce qu'ils ont une mémoire de ouf. Ils sont capables de se souvenir de lieux et de visages pendant des années, d'identifier individuellement des humains, donc se souvenir de ceux qui leur ont fait du bien, mais surtout de ceux qui leur ont fait du mal, et de transmettre ces informations à d'autres corbeaux et à leur descendance. Et comme si c'était pas suffisant, ils sont aussi capables de parler. Mischief, can you say hello? Hello. Et si un jour je me promène dans la forêt, les gars, et que j'entends ça, mes crises cardiaques. Attends, c'est le corbeau qui dit hello? Ouais, c'est lui. Les gaudes, vraiment. C'est ça fait un peu froid dans le dos, donc je sais pas vous, mais après ça, je vais forcément les regarder différemment. Alors c'est vrai qu'on les croise tout le temps, mais on sait pas la force qu'ils ont finalement. Mais en vrai, il y a plein de comptes qui parlent des animaux sur les réseaux. Pourquoi est-ce que celui-ci, il est différent? Alors ce que j'aime avec ce compte, c'est que ce ne sont pas seulement des vidéos rigolotes où des animaux sont mis en scène sans qu'on sache réellement si leur bien-être est respecté ou non. Et cette question du bien-être animal, elle est hyper importante sur les réseaux. En tout cas, c'est un vrai enjeu. On n'en peut tout simplement plus de voir des animaux déguisés ou en train de danser contre leur gré. D'ailleurs, pour lutter contre ce type de contenu, il suffit tout simplement de ne pas leur donner de force en commentant ou en likant. On évite ça. Donc si vous aimez les animaux, si ça vous intéresse, allez plutôt sur le compte de Razi WL. Vous apprendrez plein de choses. En plus, il parle de beaucoup d'espèces que le dérèglement climatique et l'activité humaine mettent en danger, comme c'est le cas pour les tigres, les éléphants ou encore les belugas. Donc en apprendre sur ces animaux, c'est aussi se sensibiliser à leur cause. Bref, si vous voulez aller le suivre, je vous épelle son pseudo, c'est RaziWL, KHAZY-8 WL. Voilà. Let's go, on va aller voir ça après l'émission. Moi, je voulais vous parler du documentaire Un plan B pour l'apocalypse qui est dispo sur Arte en ce moment et qui traite de technosolutionnisme, donc la faculté de le fait de penser que la technologie peut résoudre un peu tous les problèmes, notamment environnementaux. Et dans ce documentaire, ça parle notamment de géo-ingénierie. La géo-ingénierie, ça désigne le fait de vouloir artificiellement modifier le climat, transformer le climat de la Terre par l'action humaine, rien que ça. Et on a des scientifiques qui étudient le fait de pouvoir envoyer des particules de soufre dans la stratosphère pour modifier le climat, renvoyer les rayons du soleil et refroidir un petit peu la Terre. Sauf que ce truc-là, c'est un peu risqué, quoi. Ouais, c'est un peu risqué, on dirait. En fait, il y a énormément d'inconnus parce que ça pourrait perturber la photosynthèse. Concrètement, les plantes, elles pourraient beaucoup moins bien pousser après ça. Et puis surtout, il y a cette idée que si on réussit à baisser la température de la Terre artificiellement, pourquoi est-ce qu'on baisserait nos émissions? Donc en gros, il y a la crainte de mettre un peu tout ça sous le tapis et de continuer à polluer encore et encore. Il y a aussi une autre chercheuse dans le doc, elle c'est fou. Elle veut fabriquer industriellement des nuages. En gros, son idée, c'est de monter des flottes de dizaines, voire de centaines de bateaux dans différents océans et de leur faire cracher des gouttelettes d'eau pour créer des nuages qui vont ensuite refléter la lumière du soleil et refroidir la Terre. Quoi ? Ouais. La pollution générée par ces centaines, voire ces milliers de bateaux. Mais t'inquiète. Heureusement, la conclusion du docu, c'est qu'on a un outil plutôt cool et plutôt naturel pour stocker du carbone. Ça s'appelle les arbres. D'autant plus qu'on a une grande partie des terres émergées qui sont utilisées pour l'industrie de la viande qu'on pourrait réutiliser pour absorber du carbone. Donc voilà, un plan B pour l'apocalypse. Si vous pensez que la technologie va résoudre tous les problèmes du climat, je vous conseille vraiment d'aller voir ce docu qui démonte un peu cette idée. MC, est-ce que ça t'a donné envie, ces recommandations? Bah ouais, grave, je vais aller m'abonner notamment au compte. Oui, je t'ai vu aller chercher. Ouais. WL. Faites de même. C'est ça. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de greenwatcher aujourd'hui. Vous nous en donnerez des nouvelles. Demain le monde avec Valentin et Louisa. Move. Et si on vous parle de tout ça, vous l'avez compris, c'est parce qu'ici, dans Demain le monde, on est persuadé que la culture, elle peut nous aider à construire un futur plus durable, plus vivable pour tout le monde. MC, est-ce que tu es d'accord avec ça déjà? Est-ce que la culture, elle peut avoir ce rôle? Et est-ce qu'elle doit l'avoir? Complètement. Déjà, la culture, c'est quand même déjà aussi ce qui nous lie entre êtres humains et avec le vivant. C'est des activités qui sont la plupart du temps quand même décarbonées. Donc on peut les faire sans modération. Enfin, chanter ensemble, ça n'émet pas grand-chose. Donc ouais, complètement. Et c'est vrai que quand on parle de films ou alors de séries qui portent notamment sur les problèmes climatiques, c'est qu'on est toujours dans des dystopies qui annoncent la fin du monde, vraiment des films catastrophistes, que ce soit 2012, Don't Look Up ou encore en série récemment The Last of Us. Dans tous ces films, c'est un peu la fin du monde. Quelque part, ça nous alerte, ça nous fait un petit peu peur, mais est-ce qu'ils font toujours du bien, ces films-là, Mathilde, tu penses ?
C'est un peu, ça dépend, ça peut être un peu paradoxal. C'est vrai que tout ce qui parle d'effondrement, etc., ça peut avoir tendance à me foutre le cafard à tout le monde et du coup on se dit foutu pour foutu, autant rien faire. Et c'est un peu pour ça que ça peut être un peu, disons que le catastrophisme ou en tout cas la négativité, mais comme la positivité à outrance, pour moi les deux sont problématiques parce qu'en fait elles empêchent de se mettre en mouvement. Il faut pas être non plus trop positif et se dire dans tous les cas ça va aller, parce que quand tu dis dans tous les cas ça va aller, du coup tu fais rien parce que tu dis que ça va aller. Donc il faut plutôt être lucide et cultiver la joie, mais la joie n'est pas la positivité à outrance et se mettre en action. C'est ça. On parle de cinéma là, mais ton créneau, toi, c'est plutôt la musique. On le disait tout à l'heure avec Planète Boom Boom, vous rendez la teuf politique. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment qui ont en tête votre fameux Taxer les riches. On écoute. J'ai envie d'aller en manif. D'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. J'en profite pour dire que le son, il existe sur les plateformes. Il y a même un clip. Là, on a mis le son in situ parce que c'est comme ça qu'il s'apprécie. Est-ce que tu penses que c'est le genre de truc qui motive les gens à se pencher sur ces questions et à s'engager? En fait, le fait de rendre ça fun, d'avoir des gimmicks, des phrases un peu qui restent en tête et qui peuvent un peu planter des graines, quoi. Ouais, carrément. Il y a les deux. Il y a la culture internet qui permet évidemment où en fait on a des références culturelles communes, et donc comme on a des références culturelles communes, en fait ça rend des messages beaucoup plus agréables à entendre. En tout cas, elle touche beaucoup plus de monde. Puis il y a aussi l'art et la culture qui, en fait, en mobilisant les émotions, on n'est pas sur un discours militant traditionnel qui va utiliser des mots et des arguments bien ficelés, scientifiques, etc. pour essayer de convaincre un peu d'un point de vue rationnel les gens. En fait, non, là, on s'adresse à l'émotionnel, on génère des émotions chez les gens, et les émotions, c'est vraiment ce qui met en mouvement, ce qui permet d'agir derrière. Donc l'art et la culture, vu qu'elles émeuvent, elles mettent en colère, elles rendent tristes, elles font du bien, elles donnent envie d'embrasser, d'enlacer le monde, en fait, c'est des choses qui permettent de toucher aussi des gens qui, au départ, n'auraient pas du tout été touchés si on leur avait juste déroulé comme ça un discours très scientifique, très rationnel, quoi. En tout cas, c'est trop cool de pouvoir se poser un petit peu toutes ces questions. C'est pour ça qu'on voulait les proposer ici, dans Demain le Monde sur Move. Demain, on va recevoir Someboy, donc le cerveau derrière la chaîne YouTube Histoire Crépue, une chaîne qui est archi intéressante, qui parle de l'héritage de la période coloniale dans nos cultures, dans nos sociétés. On parlera notamment d'écologie décoloniale avec lui. Vous verrez que les liens entre mouvements décoloniaux et lutte écologique sont hyper étroits d'ailleurs. Bref, c'est un moment riche de savoir qu'on va vivre demain, un moment pour les sacheurs, comme on dirait sur Bang Bang, qu'on embrasse. Louisa, qu'est-ce que tu as pensé de cette première de Demain le Monde? J'ai adoré. Finalement, c'est passé super vite. Ouais. J'avais envie de continuer à en parler. Mais... c'est une demain, heure, demain le monde. Et évidemment, l'émission est disponible en podcast sur le site de Radio France, sur l'application Radio France, sur YouTube, un peu partout sur vos réseaux. En tout cas, vous l'aurez compris, Demain le Monde, c'est l'émission où on refait le monde, où on s'autorise à en refaire un qui ne surexploite ni la planète ni les hommes. Merci MC d'avoir été là pour cette première. Merci d'être la marraine de cette émission finalement. La bonne fée. Exactement. Merci à Nico à la technique, à Jeanne à la vidéo. Demain, on se retrouve même heure, même lieu avec Someboy. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, ne baissez jamais les bras. Ciao, ciao, ciao. Ciao.